Bonjour à tous. Je m'appelle Patricia Savouret, je suis psychogénéalogiste et je vais me présenter à vous et vous expliquer comment je suis venue à la psychogénéalogie. À l'origine, j'avais une formation de secrétaire. Je suis une ancienne fonctionnaire de l'Éducation nationale et il y a plusieurs années, j'ai demandé un congé formation pour passer une licence d'ethnologie, ce qui m'a permis de découvrir des systèmes de parenté et des systèmes sociaux différents des nôtres et de m'ouvrir à d'autres cultures. Il se trouve que j'ai toujours été intéressée par l'histoire, les histoires de vie, les biographies, et je suis venue à la psychogénéalogie déjà par la configuration de ma famille. Effectivement, je suis issue d'une lignée de femmes nées de pères inconnus sur 3 générations et j'ai toujours plus ou moins senti que mon groupe familial avait quelque chose de particulier et que peut-être les difficultés que je pouvais ressentir avaient leur origine dans le passé et le vécu de mes aïeux. Donc, j'ai étoffé ma connaissance de cette discipline par des lectures, par des documentaires, et j'ai eu envie de me former. C'est ce que j'ai fait avec le CFTTA de Bordeaux, qui est le centre de formation en thérapie transgénérationnelle. Au cours de cette formation, j'ai eu une formation théorique et surtout, j'ai pu construire mon arbre familial avec la vision du transgénérationnel. Et j'ai pu ainsi donner corps à ma famille, à qui il manquait beaucoup de morceaux. Mon rôle en tant que psychogénéalogiste va être d'accompagner la personne, de l'aider à cheminer dans l'histoire de sa famille et surtout de la soutenir dans les émotions, dans ses découvertes et les difficultés qu'elle pourra avoir au cours de ce cheminement. D'autant plus, il y a un décalage important entre ce qui a vraiment eu lieu et ce qui s'est dit, transmis dans la famille. Pardon. Alors, à quoi sert la psychogénéalogie? Quelle est son utilité? J'ai sous-titré mon intervention à la rencontre de son arbre familial, parce que pour moi, c'est une histoire de plusieurs rencontres. Déjà, la rencontre avec les mémoires inconscientes qui sont en nous et qui nous sont transmises dès la naissance, voire avant. C'est la rencontre entre la généalogie, les faits, et ce qui se dit dans la famille, ce qu'on appelle le mythe familial, auquel on est attaché par convention, mais qui peut cacher une vérité tout autre. Et c'est aussi la rencontre entre l'histoire avec un grand H et la petite histoire, auquel je rajoute des guillemets, celle des familles. Parce qu'on ne peut pas ignorer que les événements historiques ont pu créer des chocs très violents dans les mémoires familiales. C'est une discipline qui a été mise au point dans les années 70-80 par Madame Anne-Ancelin Tschubsenberger, qui était une psychologue spécialiste des thérapies familiales, proche du groupe de l'école de Palo Alto et de Françoise Dolto. Il se trouve qu'elle a ajouté à sa pratique l'aspect transgénérationnel. Dans les années 70-80, au moment des procès des criminels nazis qui ont été dénoncés par Charles Klarsfeld et sa femme, des témoignages de rescapés ont été publiés, ce qui a éveillé la mémoire de certains de ses clients. Et avec cette émergence de mémoire, elle a pris conscience à quel point la mémoire collective et donc a fortiori la mémoire familiale, qui est parfois traumatique, peut avoir un impact sur le présent. Et elle a constaté un soulagement chez ses clients quand ces mémoires transgénérationnelles ont été libérées. On peut définir la psychogénéalogie par une pratique
qui vise à analyser l'histoire familiale d'une personne en tenant compte des événements qu'elle a vécus, que les générations précédentes ont vécu et qui n'ont pas été surmontés émotionnellement. Et ces traumatismes peuvent apparaître sous forme de symptômes, soit physiques ou psychiques, soit des maladies ou des répétitions d'événements à certaines dates. Les buts, quels sont les buts et les domaines d'application pour cette discipline? Déjà, elle permet de clarifier l'histoire de sa famille et d'accroître son sentiment d'appartenance en se libérant des émotions dont on a hérité, qui peuvent être bloquantes pour soi, mais aussi pour nos descendants. Et même si on a un arbre généalogique, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'histoire et la compréhension surtout de l'histoire de notre famille et d'approcher le vécu de nos ancêtres. Quand des émotions sont dénouées, qui sont liées à un passé douloureux, elles permettent de mieux comprendre ce qui se joue dans nos décisions, dans notre vie actuelle, et du coup d'avoir une meilleure compréhension de notre présent. C'est en fait la mise en parallèle de la place qu'on occupe et de celle qu'ont occupé nos aïeux. Il se trouve que à notre naissance, on occupe une place unique. Mais du fait du lien générationnel, on est soumis inconsciemment à la loyauté familiale qui représente le ciment du groupe. Et de son bon fonctionnement va dépendre le comportement de chacun envers chacun. Quand il n'y a pas d'affection ou un manque de respect réciproque, cela crée des déséquilibres dans les relations et ces déséquilibres peuvent se répercuter de génération en génération. Et cela crée ce qu'on appelle des litiges transgénérationnels qui ne sont pas résolus et ça débouche sur des loyautés invisibles, ce qui va empêcher, plus ou moins, l'épanouissement personnel en bloquant des choix de vie. Et cette discipline est une aide vraiment dans plusieurs situations, quand on décèle des origines dans ces transmissions invisibles. Par exemple, quand on ressent un mal-être diffus, qu'on a des difficultés à identifier, dans la gestion des émotions, quand on vit beaucoup de colère, de tristesse, de peur, ou quand on observe des fatalités, ce qu'on appelle des fatalités, quand on a des doutes sur ses origines en cas d'adoption ou quand on est un enfant naturel, quand on a aussi un projet de parentalité, soit d'adoption, soit qu'on a des difficultés liées à l'enfantement, des cas de stérilité ou d'infertilité, mais aussi dans la situation d'immigration, parce qu'elle permet de renouer avec le vécu du départ et de recontacter sa culture d'origine et d'apaiser le déchirement que l'immigration a pu représenter. À partir de ce travail, on va pouvoir examiner le décalage entre la réalité des faits et ce qu'on a vécu. Et du coup, on va pouvoir le comparer à ce qu'on vit dans le présent. Et pour ça, on a plusieurs portes d'entrée qui nous permettent d'accéder à l'inconscient familial. Entre autres, on a toujours le point de départ, ça va être la demande du consultant. Qu'est-ce qu'il veut demander à son arbre? Et pour l'aider, on va utiliser le génosociogramme. Donc, c'est un document qui se présente comme un arbre généalogique, mais qui va être codifié et beaucoup plus élaboré. Déjà, il va être établi par la personne elle-même à la main, à partir de ce qu'il sait de sa famille sur 3 ou 4 générations. Ça va nous donner corps à sa famille et va nous renseigner sur la place qu'occupe le consultant. Tout va avoir son importance, le graphisme, les émotions éventuelles qu'il ressent quand il l'établit.
Ça va se présenter un peu sous cette forme. Donc, de manière conventionnelle, on va représenter les hommes sous forme de triangle, les femmes sous forme de cercle, et on va relier les couples par des traits. Soit des couples de frères et sœurs, soit des couples enfin, des fratries, des couples mariés par deux traits, des couples en concubinage, un seul trait, etc. Les dates et lieux, on va noter les dates et lieux de naissance qu'on connaît, les prénoms, les noms de famille. Il se trouve que les prénoms ont énormément d'importance parce que, contrairement à ce qu'on croit en général, ils ne sont pas donnés au hasard ni par goût. Ils sont une source, au contraire, d'informations très importantes, déjà quand ils sont répétés, quand ils sont, parce qu'ils peuvent faire référence à un aïeul. C'est ce qu'on voit ici. On a Paul qu'on trouve à cette génération-là, on a un autre Paul, on a Viviane qu'on retrouve Anne dans Marie-Jeanne, etc. Et ils peuvent aussi apporter une protection, comme le prénom de Marie, qui est signe d'une protection des enfants en bas âge, puisqu'on les met sous la protection de la Vierge. Mais ils peuvent avoir aussi un sens caché, ce qu'on peut appeler aussi le langage des oiseaux. Par exemple, dans Solange, eh bien, on entend ange. Dans Bénédicte, on entend le sens de faire le bien. Et en même temps, il y a d'autres prénoms qui peuvent être significatifs, qui sont reliés soit à un métier, soit à l'armée. C'est le cas de Pierre pour les maçons, ou Carole ou Charles pour les militaires. On va noter aussi la place dans la fratrie. Et on note, en fait, pas que les enfants vivants. On va noter, si on le sait, ici on en a connaissance après, les fausses couches et les décès, parce qu'en fait, la première naissance, la première grossesse va être reliée à la lignée paternelle, la deuxième à la lignée maternelle et la troisième aux deux. Et ensuite, on va repartir, le quatrième sera relié à la lignée paternelle. Donc, on va rajouter, enfin, c'est la personne qui va rajouter toutes les informations qu'elle va connaître et qu'elle va découvrir au fur et à mesure de son travail. Donc, les unions, les mariages, les relations extra-conjugales, les divorces, les décès, les maladies, les cas de violence, voilà, toutes sortes d'informations qui seront importantes, qui seront significatives pour la compréhension de l'histoire de la famille. Et on va mettre en parallèle donc l'histoire de vie de la personne avec son arbre pour voir s'il y a des correspondances. Donc, on va noter s'il y a des répétitions à des dates similaires, des maladies qui se transmettent. Là, sur cet arbre, on voit qu'il y a la tuberculose qui a été à cette génération-là, qui s'est répercutée là, qui s'est répercutée sur la génération actuelle. Des accidents, des coïncidences d'événements, etc. Parce qu'en fait, on peut avoir quelqu'un, par exemple, on peut déceler dans un arbre qu'il y a plusieurs personnes qui meurent à 45 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les générations au-dessus à l'âge de 45 ans ou à une période qui correspond à 45 ans? Quand une personne dit, par exemple, tous les 5 ans, je veux déménager, on va se demander à quoi fait référence ce cycle de 5 ans. La deuxième information importante autour de laquelle on va travailler, c'est l'empreinte de naissance. Il se trouve que cette empreinte de naissance correspond aux 27 mois autour de notre naissance. Il se trouve qu'à notre naissance, on occupe une place unique. Mais l'histoire et la mémoire familiale existaient avant nous. Donc, on va être imprégné de ce que vivaient nos parents sur cette période. Nos parents et notre famille. Cette période a un impact immanquablement sur le reste de notre vie. Et les répercussions des ressentis plus ou moins positifs des parents va nous influencer sur notre vie et auront une répercussion dès notre naissance.
Il y a un auteur, Jean-Philippe Brébion, qui a travaillé autour de cette empreinte de naissance. Et pour lui, les 9 mois avant la conception nous mettent sous l'influence du père. Parce qu'en fait, les spermatozoïdes qui vont être libérés et créés à ce moment-là vont être marqués par ce qu'il va ressentir au cours des 9 mois avant notre conception. Pendant les 9 mois de gestation, on va être influencé par nos 2 parents, puisqu'il y a union des 2 cellules, des 2 types de cellules. Et dans les 9 premiers mois de vie, on est plutôt influencé par ce que ressent notre mère, puisqu'on en hérite les anticorps. Et pour visualiser cette période, on va dresser un portrait qui se présente sous cette forme. Donc là, j'ai l'exemple de Vincent van Gogh parce que je vais reprendre son arbre après, je vais le citer en exemple. Et on va noter, donc on va tirer un trait, noter la date de naissance, le lieu de naissance, la date de conception 9 mois avant, les 9 mois après, et noter tout ce qui a de l'importance, qui a eu des événements autour durant cette période. Donc les lieux de vie, les métiers, etc. Et là, on voit par exemple pour Vincent van Gogh que dans les 3 mois avant sa conception, il y a eu un enfant mort-né qui devait s'appeler Vincent. Donc, on verra tout à l'heure à quel point ça peut avoir un impact sur la personne qui naît après. Mais on va aussi s'intéresser au projet sens des parents. Quel était leur projet pour cet enfant à naître? Est-ce que c'est un enfant désiré? Est-ce qu'on voulait une fille, un garçon? Est-ce qu'on a eu des difficultés à procréer? Parce qu'il se trouve que quand il y a un décalage entre l'enfant rêvé, l'enfant imaginaire et l'enfant réel, ça peut créer, et souvent ça en crée, des diffs plus ou moins importantes, mais ça en crée des difficultés dans la relation entre parents et enfants. Et ça peut avoir des répercussions sur le psychisme de l'adulte qu'il deviendra. Donc, à partir du principe où on estime que les événements du passé sont enfouis dans l'inconscient, on va s'aider d'outils systémiques pour s'approcher au plus près des émotions et du ressenti des aïeux. Et ce, même à plusieurs années d'écart, voire à plusieurs dizaines d'années d'écart, pour mieux comprendre ce qui s'est joué pour eux. On estime que le groupe familial est un système ouvert avec des crises et des moments où chaque membre interagit sur les autres et qu'à chaque fois, on va adapter notre comportement. Quand on a un conflit à un endroit, ça va avoir les relations vont être perturbées et vont se répercuter sur les autres membres du groupe. Mais à l'inverse aussi, quand les relations vont se libérer, les émotions vont être libérées, ça va avoir des répercussions sur les relations et une énergie positive va recirculer dans le groupe, ce qui va apporter de l'apaisement dans les relations intrafamiliales. Donc, on utilise également des configurations familiales symboliques qui vont permettre à la personne de s'approcher au plus près des émotions que ses ancêtres ont pu ressentir. On va placer au sol soit des coussins, soit des cartons, et la personne va s'approcher au plus près des ressentis en prenant la place des membres de sa famille. Et à chaque fois, elle va rester un instant et avoir un échange avec le thérapeute qui va pouvoir resserrer les informations. On utilise également des dessins, des photos, des relaxations guidées avec des exercices d'ancrage et de respiration pour amener une détente et une présence dans l'instant. Alors, à partir de ce corpus, de l'arbre et des entretiens, on va pouvoir décrypter l'inconscient familial.
Donc, et recueillir toutes sortes d'informations. Et ces informations vont nous permettre de voir s'il y a des répétitions d'événements. On va interroger également les relations entre les membres de la famille et le mettre en lien avec ce que dit la personne. Par exemple, elle va dire, on va avoir quelqu'un qui va dire « je ne me sens pas à ma place ». Moi, je vais me poser la question, qui n'a pas eu sa place dans l'arbre? Donc, pour illustrer mon propos, je vais vous présenter 3 cas qui sont souvent présents dans les arbres, pas les 3 en même temps, mais qu'on retrouve de manière assez commune. Le premier, c'est l'enfant de remplacement. Donc, on appelle un enfant de remplacement un enfant qui va naître après le décès d'un enfant précédent. Il va emporter l'empreinte de manière inconsciente, même plusieurs années après. Il se trouve que quand les parents n'ont pas fait le deuil du premier, que celui-ci est décédé subitement, que le chagrin a été tellement énorme, que le deuxième va emporter la souffrance et ne va pas pouvoir être vraiment lui-même. Il va ressentir des difficultés à prendre la place qui lui revient, jusqu'à parfois ressentir de la culpabilité, du désespoir, voire de l'instabilité. Les parents peuvent même aller jusqu'à donner le prénom du premier-né, ce qui va le charger inconsciemment de la résurrection du défunt. C'est le cas de Vincent van Gogh, que j'ai déjà abordé tout à l'heure, et qui a, donc c'est les 3 mois avant sa conception, le décès de cet enfant mort-né qui devait s'appeler Vincent. Donc, on peut voir, à partir de ce qu'on sait de la vie de Vincent van Gogh, on sait qu'il a eu des difficultés à construire des liens affectifs, qu'il était en rébellion avec vis-à-vis de son père, vis-à-vis de son milieu social, qu'il n'a jamais vraiment été satisfait de sa vie et qu'il a même connu des moments d'instabilité puisqu'il a été hospitalisé en milieu psychiatrique. Et on n'a pas trop de mal à imaginer qu'il a compensé la perte de ce premier frère par les liens ténus qu'il a entretenus avec son frère Théo. Et à contrario, on peut avoir, les parents peuvent donner une place énorme à cet enfant de remplacement parce qu'il est le vivant et on va rien lui refuser, ce qui peut déboucher sur des préférences de la part des parents vis-à-vis des autres enfants. Mais dans les 2 cas, c'est plus ou moins déstabilisant pour l'enfant qui naît après ces drames. Le deuxième cas assez récurrent, c'est les répétitions, ce qu'on peut appeler aussi le syndrome de la date anniversaire. Et je continue sur l'arbre de Vincent van Gogh. On peut trouver par exemple des prénoms répétés, ce qui est le cas chez Vincent van Gogh, puisqu'on retrouve à la génération de ses grands-parents, son grand-père s'appelait Vincent, il y a eu un deuxième enfant qui s'est appelé Vincent, il a un oncle qui va devenir son parrain, qui s'appelait Vincent et qui naît juste avant son père qui s'appelait Théodore, qu'on va retrouver avec le frère de Vincent van Gogh. Il se trouve qu'on a donc la répétition des prénoms et on va se rendre compte à quel point les liens ténus entre frères existaient déjà à la génération des parents, des grands-parents de Vincent van Gogh, puisque son père Théo et son oncle Vincent vont épouser les 2 sœurs d'une même famille. On retrouve une répétition également sur la mort violente, puisque là, je vous remontre l'arbre de Vincent, donc sa génération, à Vincent van Gogh, où aussi on retrouve une répétition de dates. Parce qu'on a son père qui est décédé au mois de mars, 5 ans avant le décès de Vincent van Gogh, mais surtout Vincent van Gogh était né au mois de mars. Donc, on a cette date du mois de mars qui est assez
relié à quelque chose d'assez douloureux. On a la date du mois de mai qui relie Théo à ses sœurs. Voilà, donc on va étudier, on va analyser ce que fait, quel sens donner à ces dates qui peuvent avoir des répercussions sur les générations d'après. Et il se trouve que dans l'arbre aussi de Vincent Van Gogh, on retrouve la mort violente. Sur les descendants de Théo, d'ailleurs, le fils de Théo s'appelle Vincent, il était le filleul et le neveu du peintre, et le deuxième fils le deuxième petit-fils de Théo, qui est en lien avec la lignée maternelle, mais qui occupe la place du deuxième enfant, comme l'occupait Vincent Van Gogh, va donner naissance à un fils qui va mourir de mort violente, qui s'appelait Théo, et qui va mourir de mort violente, assassiné par balle, par un terroriste en Hollande. Et il se trouve que Vincent Van Gogh ne se serait pas suicidé. Il a été également touché par balle, mais il n'a pas voulu dénoncer le jeune homme qui lui avait tiré dessus, et il a fait croire qu'il s'était suicidé. Donc, on voit bien que ce drame, n'étant pas élucidé, est descendu jusqu'aux générations suivantes et a recréé un drame puisqu'il n'était pas libéré émotionnellement. On va s'attacher aussi à voir s'il y a des défauts de transmission, parce que ça crée des ruptures de filiation, ce qui va donner des vides d'information, ce qui peut cacher un traumatisme soit individuel, soit collectif. Quand je parle d'individuel, ça peut être un abus sexuel, une mort violente, un suicide ou autre, soit collectif, qui est relié à un fait social, soit une déportation, un emprisonnement, etc. Cela peut déboucher sur un fantôme familial. Quand il y a un secret, un trauma qui n'est pas surmonté, celui-ci peut avoir traversé plusieurs générations. C'est ce qu'on a vu avec le cas de Vincent Van Gogh, et avoir encore de l'influence tant qu'il n'est pas reconnu. Et il va se balader dans l'arbre comme un fantôme et rester impalpable. C'est le cas dans les circonstances de deuil non fait, quand on ne sait pas ce qui est devenu une personne, quand on n'a pas récupéré le corps, quand il y a eu une mort violente et que c'est resté caché, mais aussi dans le cas d'événements qu'on a pu juger honteux, dans le cadre d'une faillite, d'un emprisonnement, d'un bannissement. On n'aimait pas le comportement d'une personne, donc on l'a exclu de la famille. Il faut savoir que quand la mémoire se libère, on n'est pas en rupture ou en conflit avec sa famille, et c'est pas le but du tout. Mais au contraire, ça permet de réharmoniser les relations et d'amener du soulagement. Même si c'est sur des ancêtres décédés, hein, a fortiori, on peut apporter de l'apaisement, autant pour soi autant pour l'arbre et puis pour les descendants. On peut, enfin, pour aider à libérer ces mémoires et redonner de la place aux manquants, combler des vides, en quelque sorte, on peut faire des rituels. La personne peut retrouver des lieux de vie, revenir sur des lieux d'origine. S'il n'y a pas de sépulture, en créer, écrire des lettres. Il y a toutes sortes de possibilités. Tout est ouvert pour s'apaiser vis-à-vis de l'histoire de sa famille. En conclusion, cette méthode d'analyse permet de libérer la mémoire familiale et de nous redonner du libre arbitre pour soi-même. Mais aussi, à une plus grande échelle, elle permet de libérer la mémoire collective. Et on ne peut pas faire ce travail sans l'élargir à la société de l'époque, aux conflits mondiaux,
aux événements sociaux comme l'exode rural, l'émigration, la colonisation, qui ont eu des répercussions parfois violentes sur les familles. Par exemple, la révolution industrielle a vu partir nombre de paysans. L'exode de 39 a partagé et a détruit bien des familles avec les bombardements, etc. Il faut savoir aussi que la contextualisation est très importante. Comprendre ce que vivaient nos ancêtres et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement dans telle ou telle situation sociale, d'éducation, de religion, par exemple, aussi. Ça permet de pacifier la mémoire et le passé et du coup d'être en paix avec son présent. C'est passionnant et c'est très fort en émotion. Pour les accueillir, je travaille avec le décodage émotionnel des 5 blessures de l'école de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, parce qu'il se trouve que nos blessures nous sont réveillées soit par le parent du même sexe, soit par le parent du sexe opposé, ce qui nous permet en tant que psychogénéalogiste d'aller plutôt vers la lignée paternelle ou la lignée maternelle. C'est un renseignement supplémentaire. J'en ai terminé, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous propose une bibliographie succincte avec déjà le best-seller de Madame Anne-Ancelin Schutzenberger, Aïe mes aïeux, le livre de Bruno Clavier, Les fantômes familiaux, Serge Tisseron, Les secrets de famille, et je vous propose aussi, elle n'apparaît pas à l'écran, mais la biographie d'Annie Duperret, Au-delà du voile noir, etc., Le rêve de ma mère, parce qu'elle explique vraiment bien comment elle voulait être peintre et ce qui l'a amenée au métier de comédienne. Et sa participation au Gala des artistes sur plusieurs années avec une passion folle, parce qu'en fait, elle a découvert, au fur et à mesure de son travail et de l'analyse de son arbre, que ses grands-parents avaient un cirque et que sa mère voulait travailler dans ce cirque et que son souhait le plus cher a été contrarié par les enfants, puis après, malheureusement, par leur décès. Et dans ce livre, Annie Duperret a retrouvé une photo de sa mère habillée en artiste de cirque avec un chapeau de forme, un juste au corps. Et il se trouve qu'Annie Duperret, sans avoir connaissance de cette photo, a mis une photo d'elle aussi au Gala des artistes et il se trouve que c'est exactement le même costume de gala. C'est vraiment troublant. J'en ai terminé. Évidemment, si vous voulez approfondir davantage ou commencer un travail sur votre arbre généalogique, je vous propose je vous laisse mes coordonnées et je vous laisse un temps pour noter. Je vous remercie de votre attention.